Cette invention, appliquée au moteur à combustion interne, consiste en une modification du piston. Le piston est constitué de 2 pièces créant une ouverture. Voyons en détail. Le piston couronne a une partie tronconique sur le dessus. En partie inférieure, on trouve un ou des talons et un palier extérieur au centre. Cet exemple comporte 4 talons et un palier discontinu en 4 parties. Le piston soupape, lié à la bielle, est positionné axialement et a des formes complémentaires. Naturellement, les talons sont montés après assemblage, par soudure par exemple. Notons qu'ils peuvent tourner l'un par rapport à l'autre. Les 2 pistons peuvent translater l'un par rapport à l'autre, ouvrant l'orifice. Cette vue en coupe montre les butées inférieures et supérieures, et en particulier la tronconique, idéale pour le contact à la combustion. Cette vue montre la liaison entre la bielle et le piston soupape, qui reste classique. Cette coupe brisée montre comment l'air passe de part et d'autre, lorsque le piston couronne est en butée inférieure. La butée inférieure peut être conçue de différentes façons, comme ces exemples. De même, le palier peut être continu. Voyons maintenant ces pistons en fonctionnement. En phase de compression, le piston soupape pousse le piston couronne. En combustion, celle-ci exerce sa pression sur les 2 surfaces. Lors de l'échappement, le piston soupape pousse le piston couronne. L'évacuation des gaz reste classique. L'ouverture de l'admission se fait quand la bielle tire le piston soupape, ouvrant l'orifice. La section de passage d'admission d'un moteur classique est la suivante. Les 2 sections en série au niveau des pistons se calculent par identification. Elle est supérieure au système conventionnel. L'interaction entre les 2 pistons est modulable. On peut intercaler un ressort simple ou double action, 2 ressorts comme dans cet exemple, une raideur, un amortisseur ou autre. Des ailettes peuvent être utilisées pour créer des turbulences. Afin de contrôler la RFA, on peut utiliser une came entraînée par le vilebrequin et qui vient cueillir le piston via un téton. C'est la came qui impose le mouvement du piston couronne après le point mort bas. Toujours pour optimiser l'admission d'air, celle-ci peut être munie d'un clapet anti-retour ou être bouchée et débouchée par le contrepoids du vilebrequin comme sur cette illustration. Cette autre solution est une vanne qui bouche et débouche temps par temps. Cette solution est ici calculée pour n'avoir une ouverture qu'en phase d'échappement, afin d'isoler le carter dans les autres temps. Un actuateur peut être installé sur l'un des pistons pour contrôler la levée maximale. Ce système permet également de contrôler le phasage
ici l'ouverture de l'admission. Voici maintenant un procédé facile de suralimentation applicable à cette technologie, ici par exemple sur un 4 cylindres en ligne 4 temps. Comme vu sur ce plan, il utilise par exemple la vanne de Carter. Dans ce cas, elle établit la communication sur 180 degrés lors de la phase de montée du piston associé, compression et échappement, le Carter étant cloisonné. Au niveau du Carter, les cylindres qui sont en phase, 2 et 3, puis 1 et 4, communiquent entre eux et sont isolés des autres. Voyons le fonctionnement global, toujours avec les cylindres 2 et 3. En phase de montée, les pistons aspirent l'air dans leurs carters respectifs via la vanne de Carter qui est ouverte. En phase de descente, la vanne se ferme. Ainsi, le piston en phase de combustion, ayant son orifice fermé, pousse l'air dans l'autre cylindre dont l'orifice du piston est ouvert. La chambre de combustion est alors remplie de 2 volumes d'air. On obtient donc un taux de suralimentation volumétrique de 2. Reste à placer un canal entre les carters 1 et 4 pour obtenir le même effet.